C'est juste réunir, parler et tout, et puis c'est tout. Mais font le travail? Non. Non. Donc il y a l'un d'eux qui m'a demandé de former des projets pour. Mais malheureusement, l'élection est très près. Je peux le faire, mais il va le trouver après l'élection, c'est pas avant. Parce qu'on est au mois de septembre. Donc alors disons que... Bonjour Monsieur Loss, bienvenue sur notre plateau Haïti Média Télé, Clin d'œil Télévision. Nous tenons à vous poser quelques questions très importantes concernant les candidats à la présidence en Haïti. Haïti, depuis des décennies, ne connaît aucune élection juste. Tous les présidents précédents sont élus par la voie populaire et aucun ne se présente avec un projet valable pour le pays, car ils sont élus par la voie populaire. Un président doit être élu avec des projets fiables et écrits. Depuis 200 ans, Haïti souffre. Il n'y a personne qui a pu faire preuve de capacité de développement significative pour la République jusqu'à ce que des milliers d'Haïtiens tombent dans le boat people et deviennent indésirables. Aucun pays ne veut accueillir les Haïtiens à cause de l'incapacité des gouvernements du pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je tiens à vous poser ces questions. Il y en a 26 sur les besoins de la République pour sortir le pays dans le pétrin. Si un candidat n'est pas capable de répondre positivement à ces questions importantes pour l'économie du pays et ne puisse apporter preuve d'être capable de le sortir de la souffrance et la misère, il ne sera pas digne d'être le président de la République. Monsieur Loss, êtes-vous candidat à la présidence de la République? Non, je ne suis pas candidat à la présidence de la République, mais je suis, comme on dit... Mais êtes-vous haïtien? Haïtien natif natal. Donc disons que ces écrits sont très importants, surtout pour les candidats aux élections, parce que dans le pays, on connaît pas mal de souffrances, pas mal de problèmes à cause de manque d'expérience politique. Donc c'est pourquoi que tous ces écrits sont écrits. N'avez-vous jamais renoncé à la nationalité haïtienne? Jamais, jamais. Alors j'ai toujours gardé ma nationalité parce que je suis fier d'être haïtien. Et je suis en France depuis 36 ans. Je suis fier au milieu des Français. C'est une nation amoureuse et c'est une nation vraiment solidaire. Je me sens chez moi en France, mais je n'ai jamais renoncé à ma nationalité parce que je suis fier d'être haïtien. C'est normal, votre cœur est en Haïti. Pur haïtien, mais bien en France. Bien en France. Deuxième question. Chef de parti. Êtes-vous le chef d'un parti politique, secrétaire général? Voulez-vous être élu par la voie populaire? Donc, alors disons que je me mets dans la place d'un candidat à la République, mais je ne suis pas candidat, mais je peux parler là-dessus. Étant que moi-même, je ne suis pas un chef de parti, mais je suis toujours un homme qui réfléchit, un homme qui inspire. Par mon inspiration, j'arrive à écrire pas mal de choses. Et même sur le problème du pays, le projet, tout ça. Donc, alors disons que j'ai un projet de 73 points. Et pour l'instant, on a 46 points. Donc, pour le pays. Mais on n'a pas besoin d'être candidat à la présidence, ni être chef d'un parti pour penser pour votre pays. Vous devez être capable de penser. Un bon citoyen pense toujours au bien-être de son pays. C'est important. Donc c'est pourquoi j'écris. J'écris et ces questions-là se posaient aux candidats. Et moi-même, étant que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui inspire, eh bien j'écris au bien-être de la République à l'intention des candidats.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats. Être candidat, c'est facile de dire « je suis candidat », mais être capable de développer un pays, il y a le point d'interrogation. C'est très, très important de penser aux habitants. C'est ça, c'est ça. Si vous êtes élu, pour quel groupe voulez-vous être élu? Donc, alors, moi-même, comme je dis, je ne suis pas candidat, mais je parle au nom des candidats. Donc, alors, un candidat qui est élu, il doit être élu pour sa nation, élu pour le développement de son pays. Un président de la République, c'est un président de la nation, c'est un président pour son peuple, pour aider son peuple et développer le pays avec le peuple, pas toute seule. C'est pas parce que pourquoi le président et le ministre ou les chambres ne peuvent pas développer un pays toute seule. Le pays a besoin de tous ses enfants, tous ses fils. Parce que le citoyen dans la République, chaque être sont comptés dans le pays. C'est pour le bien de la nation. En Haïti, il y a beaucoup de corruption. Il est sous le poids de l'exploitation. La corruption et le piratage dans les administrations publiques et privées. Qu'en pensez-vous? La corruption, c'est un poison pour n'importe quel pays. Même dans la famille, s'il n'y a pas d'échange des idées dans la famille, c'est un acte de corruption. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'idées, et chacun fait son truc dans son coin. Donc c'est pas bien. Eh bien, en Haïti, moi-même, je constatais pas mal de corruption dans le pays et de corruption avec des preuves. Lorsqu'on regarde dans l'administration de l'État, la corruption siégée, c'est mauvais. C'est mauvais. Moi-même, j'ai été dans l'archive nationale, j'ai constaté une chose. J'ai été pour faire une attestation d'acte de naissance. Eh bien, lorsque j'arrive, qu'est-ce qui est mentionné et écrit, blanc, noir sur blanc, c'est que si vous voulez cet acte dans l'immédiat, c'est $25. Mais $10 dans 15 jours. $10 dans 15 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la corruption est affichée. Si ça peut faire pour $10 dans 15 jours, ça peut faire dans l'immédiat pour 15 jours aussi. Pour $10 aussi. On n'a pas besoin de payer une somme. Une somme, c'est presque 3 fois la valeur qu'on demande. Eh bien, moi-même, j'ai été obligé d'attendre les 15 jours. Je payais les $10 parce que c'est ça la loi. Bien, je payais les $10 et j'attends les 15 jours. J'attends les 15 jours. Au lieu de payer dans l'immédiat pour $25 dans l'acte de corruption. Je n'accepte pas ça. Et j'étais aussi à la contribution nationale. Lorsque j'arrive, un jeune homme vient à moi et me dit « Et alors, paye-moi $250 et comme ça, vous n'aurez pas à présenter au guichet, ni ensuite on ne va pas vous faire payer beaucoup. » J'ai dit « Je suis un citoyen haïtien, comme vous. Si vous êtes capable de rentrer, moi aussi, je peux rentrer. » Et lorsque je rentre, il y avait 4 personnes et dans l'accueil, on m'a posé la question « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit ce que je veux, c'était pour un récépissé. Et on m'a dit « Ça vous coûtera $4. » J'ai dit « D'accord. » Et pourtant, l'autre est venu avant pour me dire $250. Alors moi-même, je payais les $4, je m'en récépissais. Donc même dans les ambassades étrangères, les consuls sont sur le dos des Haïtiens. Exactement. Dans les ambassades, pour mieux exploiter, avant, on pourrait aller dans les ambassades et payer et prendre le visa. Donc, il y a des ambassades, le coût de visa pour une certaine nation, c'était gratuit et d'autres, c'était payant. Mais en Haïti, maintenant, pour avoir un visa, il faut payer d'abord le visa par la banque. Il faut passer par la banque pour payer le visa. Et malheureusement, lorsque vous attendez le visa, le passeport vient retourner à vous, vierge, sans le visa. Sans le visa. Ils prennent de l'argent
et il ne donne pas le visa. Qu'est-ce que ça veut dire? La corruption internationale sur le dos des Haïtiens. Ça arrive dans l'ambassade de France en Haïti. Ça arrive dans l'ambassade des États-Unis en Haïti. Sauf le Canada qui fait des efforts. Mais ambassade américaine, c'est le pire corruption dans ces temps, dans ce système-là. Et ambassade de France, essayez corruptionner aussi par les Haïtiens qui sont à l'intérieur. Parce qu'ils ne connaissaient pas avant cette corruption. Mais ils obligent de rentrer là-dedans. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? On est en Haïti. C'est obligé. Et pourtant, non, ce n'est pas obligé. Parce que la France, si on combat la corruption en France, une ambassade de France arrive dans un autre pays, ils doivent garder le modèle de son pays dans le pays où il siégeait. Donc cette corruption coûte au pays plusieurs milliards, 2 ou 3 milliards de dollars même pour, par an. Comment on appelle ça, cette armée qu'on a placée dans le pays, le ministère, c'est pour protéger la nation, aider la nation, mais cette armée ne porte rien de bon pour le pays. Ils violent les enfants de 10-11 ans. On trouve des jeunes de 11 ans, 12 ans enceintes par le membre ministère au pays. Et ensuite, ce qu'on fait, le policier Haïti, on le paye en good, ça veut dire le monnaie de la nation, monnaie du pays. Et les membres du ministère qui vient de l'extérieur, on le paye en monnaie américaine. C'est-à-dire que un policier ministère touche environ 3 000 $ américains. Et pour les Haïtiens, on le paye 3 000 $ haïtiens. Ça veut dire qu'il vient environ 250 $ haïtiens. Qui vient 250 $ américains. Donc, alors, disons que le ministère, avec 7 à 10 000 membres qui sont au pays, coûte au pays environ 15 à 20 milliards par an. Alors, cet argent-là pouvait dépenser pour établir une armée nationale de 50 000 hommes. Si c'est comme ça. Oui, et le pays n'arrive pas à se développer de ce fait de cette corruption importante. À cause de la corruption dont l'argent passe ailleurs au lieu que le pays se développe. Donc la corruption fait que... La corruption des maires. La corruption des maires. Donc, par exemple, le comité international avait voté 11 milliards de dollars comme aide à Haïti. L'État haïtien a déclaré qu'ils ont reçu uniquement 3 milliards et demi. Où passer les restes? Lorsqu'on rentre au pays, il y a des organisations qui rentrent au pays, ils rentrent, ils font semblant de travailler au pays et pourtant ils retournent avec cet argent qui a été voté pour Haïti. Et ensuite demander aux États haïtiens de signer l'argent est dépensé pour le pays. Mais il y a des membres du gouvernement qui n'acceptent pas de signer cet argent parce qu'on ne l'a pas dépensé. On ne l'a pas dépensé, c'est pas nous qui le dépensons et c'est pas eux qui le dépensent. Donc c'est les organisations qui dépensent leur argent pour leurs propres affaires et le pays ne l'a pas bénéficié. On n'a pas le droit de signer un argent qu'on n'a pas dépensé pour le pays. Que comptez-vous faire pour arrêter ce phénomène assez grave quand même? Alors c'est une question qu'un candidat doit répondre. Un candidat, un président de la République doit être capable d'abord de prendre en charge la responsabilité de son pays, la responsabilité de son peuple, défendre le droit de son peuple. Donc, alors, on n'a pas le droit d'accepter n'importe quelle démagogie sur le dos de la nation. Donc, disons que un candidat à la République ne doit pas être quelqu'un qui fait façade. Il faut un vrai candidat. Quelqu'un qui pense à son pays, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui voit vraiment son pays et le meilleur vie pour son pays. Donc, alors disons que pour que cela arrête, il faut que ce président qui va être élu prenne vraiment sa responsabilité envers la nation. Il ne faut pas qu'il soit un président sous tutelle. S'il est un président sous tutelle, il sera piégé. Il n'aura pas la force pour présenter le droit de la nation. Mais si, par exemple, il s'est senti que Haïti est un pays indépendant et souverain, un pays capable de prendre en charge sa responsabilité, eh bien lui, à partir de lui-même, étant que président de la République, c'est à lui de prononcer, non seulement prononcer le mot, mais de prendre
sa responsabilité. Et c'est pourquoi que c'était Jean-Jacques Dessalines, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a dit la mort ou la vie, il faut que Haïti soit libre. C'était le mot. Et il y a aussi Charles de Gaulle qui a répété, qui a dit que la France a perdu une guerre, mais la France n'a pas perdu son âme. Donc chaque président qui est arrivé dans un pouvoir pour diriger son pays doit être capable de prendre en main la responsabilité de supporter son peuple, non seulement le supporter, mais l'aider à réussir. Parce que la vie, c'est pour nous tous. La vie, c'est pour nous tous. Quelqu'un qui erre la vie, c'est quelqu'un qui ne mérite pas né. Mais la vie, c'est quelque chose de juste. L'homme doit le gérer bien. Que pensez-vous des Haïtiens qui rentrent en République dominicaine et qui sont pillés, mal vus en République dominicaine, et depuis la Malpa jusqu'à la capitale de Santo Domingo? Donc, alors disons, il y a en Haïti, avant, il y avait des compagnies aériennes qui font les trajets Haïti-Dominicain. Mais depuis Jean-Claude Duvalier, il y avait un mauvais contrat entre les deux pays sur le système d'aviation. Donc, depuis lors, il n'y a pas d'avion entre République dominicaine et Haïti. C'est toujours Air Caraïbes ou Air France qui descend par Haïti et qui, fait escale à la République dominicaine. Et les Haïtiens profitent de ce moment-là pour traverser. La part de ça, c'est pas bus, c'est en transport terrestre qu'on fait le trajet. Et puisque c'est pas transport terrestre, le trajet est fait, lorsque les Haïtiens sortent en Haïti pour rentrer à la République dominicaine, depuis qu'on arrive à Malpa, sur le côté dominicain, les Haïtiens ne sont pas bienvenus. Ils sont maltraités. Et ensuite, moi-même, j'étais témoin parce que je prenais un bus pour constater le moment. Eh bien, je prends le bus. Le bus a fait presque 22 heures de Haïti pour arriver à Saint-Domingue. Tellement long. Pas 22 heures. Excusez-moi, c'est 11 heures. Prend 11 heures de temps. Donc, et pourquoi? Chaque 15-20 kilomètres, il y a toujours des groupes policiers qui s'arrêtent, le point de check, qu'on les appelle, pour checker le bus, pour voir le passeport. Mais ils font semblant, envie de checker les passeports, mais c'est plutôt, ils sont là pour raqueter. C'est de l'argent. Et le chauffeur du bus, lui, de temps en temps, il doit verser un peu d'argent, il doit verser un peu d'argent, il doit verser un peu d'argent à chaque groupe qu'il rencontre. Mais le policier, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, il n'a pas d'argent pour payer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le bus et on prend les affaires des Haïtiens, on les jette par terre. On les jette, les affaires par terre, et ils font des bruits sur les Haïtiens, qui n'est pas normal. Moi, j'étais là pour suivre tout cela, et je vois vraiment c'est une humiliation contre Haïtiens, et pourtant, Haïti, c'est un pays, Haïti et la République dominicaine, c'est un seul pays, mais qui se divise en deux. Donc, avant, on avait combattu, on avait fait la révolution et gagné la guerre ensemble. Et on avait signé pour vivre ensemble. Et c'est après après quelques temps, il y avait, puisque la guerre a été gagnée contre l'armée de Napoléon, eh bien, par l'Espagne et l'Allemagne, il y avait un complot contre Haïti pour dire que si vous ne payez pas, eh bien, on va rétablir l'esclavage encore plus dit qu'avant. C'est beau. C'est pourquoi les Haïtiens ont payé une somme d'argent en prix d'or, donc pour essayer de protéger, pour ne pas retourner dans l'esclavage. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, et l'Espagne, puisque la partie espagnole, c'est les descendants Espagne, eh bien, l'Espagne a fait un complot avec la partie espagnole pour dire que demandez votre indépendance avec Haïti, pour être indépendant. Sinon, faites la guerre pour arriver et nous serons à côté de vous.
Et là, les Haïtiens ont dit, nous sommes frères. Nous avons été combattus ensemble pour gagner la guerre. Et maintenant, nous avons un pays. Si vous ne voulez pas vivre avec nous, on va faire le partage entre frères. Mais on n'a pas besoin de faire la guerre pour ça. Et c'est pourquoi il y a la partie espagnole et la partie haïtienne. Pour les Haïtiens voulant rentrer en République dominicaine, cette maltraitance est quand même humiliante. Humiliant. Que comptez-vous faire fermement contre cela? Le gouvernement qui va être élu, son devoir, c'est, comme je dis, il faut qu'il prenne en main la responsabilité des Haïtiens. Défendre le droit des Haïtiens. C'est un président qui n'a pas le droit de plier devant n'importe qui pour livrer les pays dans l'humiliation encore plus. Maintenant, c'est un président qui doit être capable de sortir Haïti dans l'humiliation. Ce n'est pas seulement la République dominicaine qui humilie les Haïtiens, c'est dans tout le pays. C'est dans tout le pays. Lorsqu'un Haïtien rentre, lorsqu'un Haïtien rentre dans un pays, il rentre comme un roi. Tout le monde a envie de voir cet Haïtien-là. Mais maintenant, Haïtien, je peux dire, un chien presque a plus de valeur qu'un Haïtien. Parce que pourquoi? Le gouvernement haïtien ne représente pas vraiment la nation haïtienne. Donc, ils vendent le droit des Haïtiens pour de l'argent et à cause de cela, le peuple haïtien souffre une maltraitance qu'ils ne sont pas à la hauteur. Concernant les femmes et les enfants d'Haïti, les femmes, pour nourrir leurs enfants, sont obligées de se prostituer pour y arriver, pour pouvoir les nourrir. Que comptez-vous faire à ce sujet? Donc, il y a beaucoup de femmes qui se jettent dans la prostitution. Et ces femmes, c'est des bonnes femmes comme toutes les femmes. Une femme dans une maison, c'est une fleur. Et sans la femme, la terre n'aurait pas de valeur. Parce que c'est la femme qui produit. C'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme, c'est la femme qui porte l'enfant. C'est vrai, l'homme donne à la femme l'enfant dans une façon négative, mais positivement, lorsqu'on voit l'enfant, c'est la femme qui le donne. Donc c'est pourquoi que la femme mérite d'être honorée, protégée, sécurisée. Mais malheureusement, en Haïti, les femmes sont un peu négligées. C'est pourquoi beaucoup parmi elles obligent d'amener de mauvaises vies pour nourrir leurs enfants. Et il y a des femmes, ils n'ont rien pour donner aux bébés qu'ils ont mis au monde. Ils obligent de garder l'enfant de 18 mois à 2 ans d'enlaitement. Et la personne n'a pas même ni bien mangé, ni boire. Et voilà, ils doivent laiter son enfant pendant 18 mois, pendant 2 ans. Il y a seul même qui reste jusqu'à 2 ans et demi. Donc, qui n'est pas normal. La femme doit être assistée, accompagnée. Et moi-même, c'est ce que je demandais au ministère précédent ministère des Affaires sociales, essayer de voter une assistance pour les femmes. Ça veut dire que voter une assistance pour la famille, pour supporter les enfants qui sont nés, et les femmes seules qui élèvent leurs enfants seuls doivent être assistées. Donner une aide capable pour l'aider à prendre soin de son enfant et à se soigner elle-même. Donc, alors, ils vont poser la question, où on va trouver cet argent? Oui, l'argent peut trouver facilement, comme on fait en France. La France, ce n'est pas l'État qui donne de l'argent. L'argent vient de tous ceux qui travaillent. Parce que tous qui travaillent en France, on enlève le frais, on enlève les charges. Et ces charges-là, c'est avec ces charges-là, on paye la sécurité, on paye l'allocation familiale, ça veut dire l'aide à l'enfance. Et c'est avec ça aussi, on paye pour l'accident de travail, tout le mal qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est avec ces charges-là qu'on prélève. Si les gens qui travaillent, c'est avec ces charges-là qu'on paye toutes ces choses-là. Mais il y a des organisations qui sont placées pour accueillir ces charges, pour accueillir ces frères. Donc c'est pourquoi que en Haïti, on doit établir cette vie sociale
pour supporter les gens du pays parce qu'il y a trop de pauvreté dans le pays. Parce que le pays sont dans l'incapacité vraiment pour avancer proprement et dignement et vivre comme toutes les nations. Moi-même, personnellement, ce que je vois pour mon pays, c'est la sécurité sociale pour tout le monde. Oui, c'est important. Et ensuite, l'aide à toute la famille. Et les femmes seules doivent supporter. Le chômeur doit supporter pour attendre le moment du travail. On ne peut pas rester tout le temps, rester sans rien. Qu'est-ce qui va arriver après? C'est la mort, on va assister toujours. La mort tous les jours. Tous les jours. Et pourtant, s'il y a de suivi, eh ben, on peut vivre. Parce qu'il y a de suivi. On doit utiliser ce système suivi, comme la France a fait, comme le Canada le fait, tous les pays européens l'ont fait. Donc pourquoi pas nous? On peut le faire aussi. C'est pas parce que nous n'avons pas peut-être de grandes économies, on ne peut pas le faire. Non, il y a une façon d'organiser pour arriver à faire des choses bien. Mais il faut le faire, il faut vraiment penser, il faut quelqu'un vraiment qui réfléchisse au sujet de mal vivre en Haïti pour essayer d'aider le peuple à vivre mieux. C'est important. Cependant, il y a beaucoup de centenaires en Haïti. Oui. Mais apparemment, on ne fait pas grand-chose pour ces personnes âgées. Le gouvernement ne s'en occupe pas et apparemment, en juin 2009, une femme de 100 ans est décédée faute de soins. Exactement. Donc, disons que moi-même, j'ai une tante qui est morte à l'âge de 120 ans. Il y a beaucoup de centenaires en Haïti. Parce que là-bas, au pays, avant, c'est des bio. C'est des bio qu'on vit, disons que... excusez-moi. Excusez-moi. Donc, alors, en Haïti, il y avait, comment on appelle ça, il y a beaucoup de centenaires. Et ces centenaires sont livrés à eux-mêmes parce que l'État ne fait rien pour les accompagner, comme c'est dit dans la question. Parce que pourquoi un centenaire dans un pays, c'est un honneur. C'est un honneur. Parce que lorsqu'il y a une personne qui vit 100 ans dans son pays, c'est l'histoire même du pays. C'est l'histoire même et un bien-être quelque part. Exactement, c'est le bien-être de la nation. C'est le bien-être de la nation. Parce que pourquoi? Et je me souviens, mon arrière-grand-mère, c'était notre historienne. C'est elle qui nous explique les présidents passés, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de ce président-là. Elle nous explique qu'il y a un temps, les enfants se baissent pour saluer les parents. Il y a d'autres, elle nous explique pour dire que... toute l'éducation d'un enfant. L'éducation de l'enfant, c'était propre, c'était juste. Donc alors, elle était vraiment une bonne grand-mère. C'était bien. Et jusqu'à ce jour, il y a des gens encore dans le pays capables de changer les systèmes. Mais malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Personne ne fait attention pour les supporter. Et pourtant, c'est des gens bien. En Haïti, les cartes d'identité sont établies dans de mauvaises conditions. Parfois piratées par des contrefacteurs, sans respecter le lieu de naissance ou le droit départemental, sur quoi même les étrangers pourraient obtenir la carte d'identité haïtienne sans passer par la voie légale. Est-ce que on ne pourrait pas faire une carte d'identité gratuite et légale en Haïti, comme font les autres pays, car une carte d'identité est un droit gratuit et reconnaissant la citoyenneté, à chaque enfant du pays. Que comptez-vous faire là-dessus? Donc, alors, le devoir d'un président, toutes ces choses-là sont importantes. C'est pas parce qu'on a besoin de l'argent, on est obligé de faire tout payer. Parce que la carte d'identité nationale, c'est 4 représentants de la personne, pour ce qu'il est. Après son acte de naissance, qui doit donner gratuitement à la mairie de sa commune. Donc, alors, la carte d'identité, c'est pour la circulation nationale, pour circuler dans tout le département. Si une personne a sa carte d'identité, il est tombé en quelque part, tout de suite, on va voir d'où il vient, qui il est.
C'est pourquoi on lui donne une carte d'identité gratuite. National ou international. Et pour international, comme maintenant, à cause de problèmes internationaux, la violence internationale, donc on est obligé de demander les passeports qui est obligatoire. Mais avant, c'était les cartes d'identité dans tout le pays, c'était les cartes d'identité. Mais maintenant, le passeport, puisque le passeport, c'est une autre pièce d'identité qu'on peut utiliser sur tous les sols internationaux. Donc, avec ça, on fait payer une taxe pour le passeport, qui n'est pas négligeable. Mais la carte d'identité doit être gratuite. C'est pas payant. Parce que c'est la carte, c'est le visage de la personne, c'est la vie de sa personne, qui il est, d'où il vient, s'il est tombé. Donc, alors disons qu'on ne peut pas lui faire payer pour sa nationalité, on ne peut pas le faire payer parce qu'il est haïtien ou parce qu'il est français. On n'a pas le droit de le faire payer parce qu'on a besoin de l'argent. Mais non, on peut faire l'argent dans d'autres conditions, mais pas sur la carte nationale. C'est pas normal. Le passeport, oui. Parce que c'est un document international, donc que toutes les ambassades peuvent utiliser facilement pour mettre les visas et tout ça. Donc, alors disons, il y a toujours une taxe à payer pour fabriquer les passeports. Surtout pour la fabrication, ça coûte très cher pour fabriquer un passeport. Donc alors, une petite taxe, oui, mais pas trop. Mais là, pendant les vacances là, j'étais en Haïti, beaucoup de gens payent 2-3 000 $ haïtiens pour récupérer un passeport. Et pourtant, le passeport, légalement, c'est 300 $. Ça coûte. C'est 300 $, ça coûte. Et pourtant, à cause de la corruption, pour avoir le passeport, il faut payer 2 000 à 3 000 $ pour avoir ce passeport. C'est-à-dire que il y a, comment on dit, un corruptionnaire qui est arrivé, donc il demande une commission. Lui, il va faire le passeport, donc on va enlever uniquement les 300 $ que l'État réclame pour l'État, mais l'argent qu'il prenne de plus, ça va partager entre lui et le fabricant et celui qui livre le passeport. C'est un genre de courtier, quoi. Comme on a un courtier en assurance, ils prennent leur commission pour eux. Mais bon. Si le seul passeport, il y a environ 3 ou 4 courtiers. Et je constatais une autre chose. Lorsque j'arrive dans l'aéroport international de Toussaint-Louverture, je suis arrivé en 8 heures. Ça veut dire que pour checker les passeports, c'est à 9 heures. Mais j'arrive plus tôt, avant l'heure. Dès que j'arrive, et quelqu'un a amené ma valise jusqu'au comptoir, et lorsque j'arrive au comptoir, il a appelé quelqu'un. C'est quelqu'un est venu et prend ma valise et met sur le pèse. Il a dit, ah, tu as dépassé le nombre de kilos qu'on a demandé, alors disons que on va te faire payer beaucoup d'argent pour ça, mais si tu nous donnes quelque chose comme ça, tu vas pas payer, tu vas rien payer. Je dis, mais j'ai l'habitude de contrôler mes bagages. Mais pourquoi c'est vous qui venez et le comptoir n'est pas encore ouvert? Pourquoi? Non, c'est parce que tu vas payer beaucoup. On vient là parce que lorsque tu nous donnes quelque chose, là, on va te donner un papier comme ça. Lorsque tu arrives, on va pas te faire payer. Donc, alors, moi, je lui dis, même si je paye plus, ça ne fait rien. Mais cette corruption-là, je l'accepte pas, ça. Je l'accepte pas. Donc, alors, je reste. Ils ont gardé, lorsque le comptoir est venu, dit, bon, alors, vous pouvez enlever 2 kilos dans ton bagage, mais aller dans quelque chose d'autre. Donc, alors, disons que vous avez 7 kilos de plus, c'était 7 kilos, j'avais 7 kilos vraiment. Vous avez 7 kilos de plus, eh bien, j'enlève ces 7 kilos-là, j'envoie le bagage sous la voiture, et je gardais uniquement le bagage qui était dans ma main, qui avait 8 kilos, et je mets les 7 dessus. Donc, celle-là, je peux passer avec. Eh bien, qu'est-ce que je découvrais? Là, avant de monter dans l'avion, et dans la dernière porte, pour sortir, pour entrer, pour monter dans l'avion, et il y a le bagagiste qui vient et reste debout. Cette porte-là, qui devait être là? Comment on appelle ça? C'est les hôtesses, pour contrôler les tickets, les passeports, etc., pour laisser passer.
Maintenant, c'est les bagagistes qui viennent pour dire, alors tout le monde qui a des bagages à main, avancez parce que vous avez l'habitude d'amener des choses trop lourdes, etc. C'est pas normal. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? J'ai constaté, lorsque les gens viennent pour passer, alors donnez-moi temps et je vous laisse passer. Donnez-moi temps, je vous laisse passer. Ça veut dire que cet argent-là ne va pas dans la poche du compagnie de l'avion. Ça veut dire que c'est leur propre argent. C'est leur propre argent. Ça veut dire que la compagnie Air Caraïbes, qui vient maintenant French Blue et France Bleu, donc disons, ne fait pas assez leur boulot dans ce sens-là. C'est eux qui devaient être là. C'est pas le bagagiste. Et le bagagiste vient là juste pour escroquer les gens, le passager. Et Faire payer. Et les bagagistes, ils gardent l'argent, c'est pour eux? Ils prennent l'argent pour partager entre eux. Mais cet argent-là ne va pas au compagnie de l'avion. Ben non. Parce que c'est une vol organisée et l'État accepte ça dans l'aéroport international. Et on dit rien. Lisiblement devant tout le monde. Ouais. Tout le monde. Donc. Et personne ne réagit. Personne ne réagit. Personne ne réagit. J'avais un petit bagage de pluie. Qu'est-ce que quelqu'un présentait disant, tu vas pas voyager avec ça, ça que tu payes ou tu le laisses. Par contre, les bagages à main ne sont pas contrôlés? Les bagages à main sont contrôlés depuis dans les contrats. C'est contrôlé dans le contrat. Sur le contrat, on pèse, on dit, bon, tu as tant kilos, c'est bon. Passe. Eh bien, j'avais un petit truc à la main. Ils disent, vous n'avez pas le droit de passer avec 2 bagages. J'ai dit, mais ça, c'est un petit truc à main. Alors, là, ils m'ont demandé de payer pour ça. J'ai dit, non, je ne peux pas payer pour ça. Mais au même instant, il y a un groupe de personnes qui arrivent. Lui, il était vraiment en travers avec ces personnes-là. Eh bien, moi, j'ai profité, je vais passer avec mon bagage. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et deuxième comptoir, lorsque j'arrive plus loin, qu'est-ce que je vois? Je vois que les représentants de la France, ça veut dire que le consulat, qui sont là devant pour contrôler les passeports des Haïtiens avant de monter dans l'avion. Et ils n'ont pas le droit dans l'aéroport international d'Haïti. Parce que c'est l'aéroport Toussaint-Louverture. Oui. C'est l'aéroport, c'est un pays indépendant. Donc, alors, pour faire ce genre de choses-là, il faut un accord international. Ça doit passer dans tous les pays, dans tous les aéroports. Et l'aéroport Charles de Gaulle, il n'y a pas ça. Aéroport Orly, il n'y a pas ça. Aucun aéroport en France, il n'y a pas un groupe d'étrangers qui viennent pour contrôler les passeports. Donc, s'il y a des choses qui n'est pas fiables dans les pièces d'identité haïtiennes, c'est mieux que l'ambassade de France joindre avec le gouvernement haïtien avant de livrer les passeports aux titulaires, essayer de contrôler pour voir si tout est bien, au lieu d'aller dans l'aéroport pour opposer. Tout à fait. Et le voyage, si c'est un voyage de 1 heure, on est obligé de passer 2 heures de temps et demi, juste pour contrôler, avant de monter dans l'avion. À cause de ça, ça fait l'avion toujours en retard, 1 heure, 2 heures de retard, parfois, à cause de ces genres de contrôle. À cause de l'administration. C'est des choses qui ne sont pas normales, et moi-même, c'est pourquoi que je fais appel avec l'État français de mettre l'eau dans son vin, essayer de comprendre. Cette situation-là n'est pas valable. Ce n'est pas parce que le pays n'est pas tout à fait géré ni contrôlé qu'on doit faire n'importe quoi là-dedans. C'est le pays Toussaint-Louverture, il ne faut pas l'oublier. En Haïti, nous passons à un autre sujet au niveau de l'électricité. En Haïti, l'électricité est souvent coupée parce qu'il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de mégawatts dans l'État. Et spécialement Port-au-Prince, qui est habité par 3 millions d'habitants, sans compter les autres villes. Haïti détient près de 12 millions d'habitants. Il faut plus de mégawatts pour que le pays puisse avoir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour cela, n'est-il pas possible de prévoir 2 ou 3 sites nucléaires civils dans le pays pour qu'ils soient autonomes énergiquement? Comptez-vous faire établir des sites nucléaires civils dans le pays? Moi, je suis pour sortir le pays dans la noirceur. Pour sortir le pays dans la noirceur, parce que un pays qui a le nucléaire civil, c'est pour garder la capacité d'éclairage. Pour la nation, c'est aussi la sécurité pour la nation.
Surtout maintenant, comme on voit dans tous les pays maintenant, il y a des violences partout dans le pays. Lorsqu'on voit à Marseille combien de jeunes gens qui tombent presque tous les jours à Marseille. Lorsqu'on voit aux États-Unis, avant d'ouvrir la porte, il faut regarder pour voir si on connaît la personne, sinon c'est des gangs. Mais lorsqu'un pays est dans la noisette, c'est encore pire. Donc c'est pourquoi que moi-même je réclame l'éclairage pour Haïti. Parce que pourquoi le nombre de mégawatts qu'Haïti a, c'est trop peu pour la nation, parce qu'on est presque vraiment à 15 millions maintenant. Presque à 15 millions maintenant. Pour une petite île, c'est beaucoup. Alors disons que déjà, si Port-au-Prince qui est capitale, la capitale c'est la fleur du pays. La capitale c'est le lieu et que tous les gens qui venaient de l'extérieur cherchent à visiter avant les autres départements. C'est la capitale. Eh bien la capitale doit être propre, la capitale doit être éclairée, la capitale doit être sécurisée. C'est pourquoi il est important, si on augmente le mégawatt, pour que le pays puisse, arriver éclairé vraiment, spécialement la capitale Port-au-Prince. Parce que la capitale a été construite pour 300 000 personnes. Et maintenant, il y a plus de 3 millions d'habitants qui l'habitent. C'est vrai, la ville grandit un peu, c'est agrandi, c'est presque 3 fois à 4 fois de Paris, ville de Paris. Donc, mais quand même, il y a beaucoup d'habitants là-dedans, eh bien la capitale doit être éclairée. Ça doit être éclairé. Et ce que je vois encore pour Haïti, il y a l'énergie renouvelable. Nous avons un pays de soleil qui a le soleil presque tout le jour. Dans le pays, c'est une bénédiction pour le pays. Eh bien, au lieu d'investir dans une tête nucléaire qui coûte près d'1 milliard, 1 million d'euros, ça veut dire qu'il coûte beaucoup de dollars haïtiens, eh bien c'est préférable d'investir d'1,5 milliard au lieu d'investir 4 à 5 milliards pour 2 ou 3 têtes nucléaires, c'est mieux d'investir 2 à 3 milliards dans l'environnement pour l'énergie renouvelable. Donc pour éclairer le pays, pour que le pays puisse vivre mieux dans la sécurité. Non seulement Port-au-Prince, mais toutes les villes de province. Parce que moi-même, en mois de juin, là, lorsque j'étais en Haïti, je vécu 2 jours sans lumière. Il y a des zones où les gens passent 3 jours sans lumière. Comment faites-vous pour vous avez pour vous éclairer? Donc, alors disons que les gens utilisent, il y a des zones où on utilise des lampes à gaz, il y a des zones qu'on utilise les bougies, il y a d'autres on utilise des appareils, comment on appelle ça, des appareils électroniques, des appareils d'elco, on utilise des groupes électrogènes. On utilise, mais c'est pas tout le monde qui sont capables d'acheter ces groupes-là, parce que c'est cher. C'est cher. Donc il y a d'autres qui utilisent les thermiques pour voir comment, par la batterie, pour voir comment éclairer un peu. Mais toutes ces choses-là, c'est des gaspillages. C'est des gaspillages parce que si l'État investit dans l'énergie, eh bien, tous ces argents-là que les gens dépensent pour s'éclairer, l'argent-là peut aller dans les taxes pour remplacer l'argent qui sont dépensés pour l'énergie. Parce que c'est l'union fait la force. Ensemble, on peut faire des choses. Mais quand on part toute seule, il y a toujours des handicaps. Mais lorsqu'on part ensemble, il y a toujours l'encouragement. Donc, alors disons que le pays a besoin d'être éclairé, mais il faut investir dans l'éclairage pour que cela arrive. Parce que l'énergie renouvelable, c'est important pour le pays. Et en ce qui concerne l'industrie, je pense que l'industrie en défaillance de 70% d'usines ne fonctionne plus. Oui, environ 70% ne fonctionne plus depuis le départ des Duvalier. Parce que puisque le pays va mal, et Duvalier, il était là, c'était un fasciste, mais il était là, il y avait un petit peu plus de direction. C'était un dictateur, tout le monde le connaît, mais ça allait un peu mieux. Parce que les usines, malgré que c'était exploitant,
Parce que pourquoi on payait mal les ouvriers, mais les usines étaient là quand même, ça existait. Mais puisque depuis après le départ de Duvalier, c'est des coups d'État après des coups d'État, c'est le militaire. Le militaire ne sont pas des gens établis pour gouverner le pays. Un militaire, c'est un soldat. Le soldat s'occupe des soldats, mais c'est pas la nation. Parce que pourquoi? Dans le civil, un militaire peut devenir un ministre de la Défense. Mais, par exemple, lorsqu'on prend les autres militaires, par exemple, généraux, ou on prend les colonels, les capitaines, etc., tout ça, c'est l'armée. Tout ça, c'est l'armée. Mais dans les civils, lorsqu'un civil est au pouvoir, il voit pour toute sa nation, c'est pour son peuple. Militaire ou civil, tout le monde. Donc disons que voilà que c'est des coups d'État en permanence, coups d'État et des coups d'État. Et après, il y a les élections, et les élections ne sont pas toujours fiables. C'est des mauvaises élections. Et avec ça, et les candidats arrivent toujours au pouvoir par des voies populaires ou par des aides, par l'aide des pays dominants. Eh bien voilà, le pays reste toujours dans l'état de pauvreté parce que pourquoi? La façon que les candidats arrivent au pouvoir n'est pas bien parce qu'il n'a pas bien élu. Et en plus, il n'utilise pas le droit pour fabriquer des projets. Il faut capable d'inventer, de réfléchir, de voir le besoin du pays pour tout écrire et pour dire à la nation, voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce que le pays a besoin. Donc, le pays a besoin de tous ses enfants, mais on a tout ça à faire, il faut les organiser. Mais lorsqu'on dit, moi je vais arriver au pouvoir, et lorsque j'arrive, je vais donner à manger à tout le monde, mais comment? Comment? Donc c'est ça le problème. Dire on va donner le manger à tout le monde, mais il faut savoir comment faire ce manger-là, il faut comment produire, parce que la production est la principale pour le pays. Il y a les sucrières, les minoteries, les manufactures. Bon, c'est important dans le pays. C'est une source importante, mais les usines sont fermées. Qu'est-ce que vous comptez faire pour rétablir ces usines? Donc, alors, pour l'instant, ce que je vois, le pays utilise plus des produits importés. Parce que c'était le primordial et c'était le plan important pour les grandes puissances. Les pays dominants. Mais les produits importés, ça coûte cher au pays. Voilà, parce que pour eux, ils produisent beaucoup. Puisqu'ils produisent beaucoup, eh bien c'est un avantage pour eux de trouver un pays qui ne produit pas. Et comme ça, ils peuvent envoyer leurs affaires, tout ce qui est négligé dans ce pays-là. Eh bien, donc ce pays-là va être comme un pays sur tutelle, vivre des productions extérieures. Eh bien, le pays n'est pas produit. Il y a un temps, le pays produisait avant. Avant 70 ans passés là, Haïti partage ses produits avec tous les pays alentours. Le produit d'Haïti venait jusqu'en Europe. Donc disons que nous avons des cafés, des cacao, du coton, et ensuite on fait du rhum, on fait tout. On faisait tout ça au pays. Et tout ça a été exporté dans tous les pays en général. Mais maintenant, même pour faire un échange à la République dominicaine, on est limité. Même à Cuba qui est à côté, même à Jamaïque qui est à côté, c'est deux pays qui a 15 à 50 km de distance à Haïti. Voilà, on est incapable de partager nos produits avec ce pays. Parce qu'on n'a pas produit, on se repose uniquement sur les produits importés. Et l'État prend plaisir d'utiliser la douane comme le monopole de l'État pour exploiter les importations. Par exemple, lorsqu'on arrive, on amène des choses au pays, c'est pour supporter le pays, c'est pour aider le pays. Eh bien, il change et la corruption, c'est comme si on établit un groupe de gangs dans la douane nationale pour exploiter les gens. Même les Haïtiens qui essayent de faire des conteneurs, venez de l'Europe ou des États-Unis, eh bien, lorsqu'ils arrivent dans la douane de Port-au-Prince, eh bien, c'est 4 à 5, même à 10 fois la valeur qu'ils devaient payer
on le fait payer. Ça veut dire que si pour les taxes, la personne avait le droit de payer, par exemple, $100, eh bien on leur demande de payer $1000 pour la chose qui coûte $100. Parce que c'est la corruption d'État. C'est la corruption d'État. Et c'est ça qui me fait mal lorsque je vois toutes ces choses-là. Ça me fait très mal parce que j'étais là-bas pendant 3 mois. C'est pour constater l'état du pays, la vie du pays, le comportement des gens dans le pays. Je n'étais pas seulement, j'étais parti pour les vacances. Mais lorsque je pars dans mon pays, je ne prends pas de vacances. Je pars partout dans le pays. Et pour voir comment les gens vivent. Comment la vie du pays. C'est ça qui m'intéresse. Lorsque j'arrive dans le pays, je fais pas mal de réunions avec les gens et avec les jeunes universitaires. Je parle avec tout le monde. Donc, je fais comme on appelle ça, des conférences. Et je fais aussi des séminaires. Donc, excusez-moi, pour aider les gens à voir différemment. Mais malheureusement, l'État qui a le monopole sont incapables de prendre vraiment la direction de bon augure pour aider la nation à sortir. Et Haïti est un pays aussi où l'agriculture est assez florissante, mais les agriculteurs n'ont pas l'air d'être beaucoup aidés en ce sujet. Ils n'ont plus d'argent, plus de matériaux, plus de semences, etc. Comment allez-vous faire pour aider ces gens à travailler la terre mieux et subvenir à la population? Donc, alors disons que Haïti est un pays fertile. Un pays fertile, c'est un pays capable de produire. C'est un pays qui a la richesse pour subvenir à ses propres besoins. Et voilà que le pays vraiment dans un état de posture, on est incapable de produire, on n'arrive pas vraiment à faire des choses pour que le peuple soit mieux travaillé. Et parce que les gens, depuis tout petit, j'ai constaté que les gens travaillent avec leurs propres mains. Ils font leurs propres efforts pour arriver à trouver des grains, pour s'aimer. Ils n'ont pas de machine? Ils n'ont pas de machine. Il n'y a pas de, comme on dit, motoculture. Donc les gens sont obligés de travailler avec leurs propres mains. C'est-à-dire que si la terre ne tourne pas, la terre n'est pas toujours vierge. Pour que la terre soit vierge, il faut que la terre tourne de temps en temps pour que la terre produise. Ça remuer avec la sécheresse, c'est pas toujours évident. Exactement. Donc, alors, et l'État ne fait pas vraiment d'efforts pour ça. Il y a un jeune homme, Jovenel Moïse, qui avait établi un programme d'agriculture pour plantation de bananes, etc. Moi, j'étais content de voir ce jeune homme. Un jeune homme qui prend engagement vraiment pour travailler dans ce sens-là, pour aider le pays à avancer. Plein de projets. Et voilà que lui-même se laisse emporter par l'esprit du pouvoir et abandonner ses grands projets, ses bels projets, avec un bon jeune homme. Abandonner tous ces projets-là pour aller au candidat de la présidence. Être candidat à la présidence, lorsqu'on arrive président, c'est pas nous qui prenons la machette, c'est pas nous qui prenons l'appel, c'est pas le président qui prenne le fusil ou le matériel scolaire pour. Il n'est pas le professeur, etc. Il est le président juste pour gérer le bien de la nation. Un président ne travaille pas comme les citoyens travaillent. Lui, il est là pour gérer, pour guider la nation. Donc, alors, Jovenel Moïse, arrivé président, eh ben, son projet est totalement tombé en néant. Parce que lui, il avait dans sa tête un bon projet, un grand projet républicain. Mais laisser ce projet-là dans la main des autres, c'est pas lui qui est au travail. C'est pas lui qui va mettre le vision en marche, parce qu'il n'est pas là. Parce que, étant que chef bataillon, c'est lui qui dit en avant. Mais s'il n'est pas là, qui va dire en avant? Mais c'est pourquoi que moi-même, je dis, Jovenel Moïse a fait mauvais choix d'avoir abandonné cette vision-là qu'il avait pour aller derrière un pouvoir dominant, un pouvoir qui ne peut rien faire pour la nation, un pouvoir qui
qui te fera peut-être haï par la nation, c'était mieux de rester dans ta vision de développement pour la nation, c'était mieux. Mais malheureusement, il rentre dedans. Donc alors moi, étant que citoyen de la République, qu'est-ce que je vois pour le pays? Il faut que les Haïtiens prennent en main leur destin. Il faut que les Haïtiens disent maintenant, il faut qu'on commence à inventer, commence à fabriquer. Parce qu'on est capable, on a la capacité pour fabriquer des motocultures. On a la capacité pour inventer n'importe quelle invention. Les Haïtiens commencent à fabriquer des voitures. Les Haïtiens commencent il y a à Jacmel, dans ma région, il y a un Haïtien qui a fabriqué 3 voitures. À Port-au-Prince, il y a un Haïtien qui a fabriqué un bus de haut de gamme. Un bus de haut de gamme qui a tout dedans. Ça veut dire que les Haïtiens capables de faire des choses, ils ont besoin uniquement d'assister, accompagner. Ils ont besoin que leur projet soit financé par l'État. Donc alors, eh bien, moi-même, étant que citoyen de la République, qui n'est pas candidat, comme j'ai dit, mais ce que je vois pour un candidat à la présidence, c'est voir d'abord la capacité de la nation. Essayer de voir chaque Haïtien, qu'est-ce que chaque Haïtien est capable de faire. Et puis encadrer ces Haïtiens-là. Former ces Haïtiens, réunir-les, aider-les à comprendre leurs responsabilités envers le pays. Au lieu de mettre un candidat pour partir dans des pays étrangers, c'est préférable de dire non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il ne faut pas voir l'avenir dans un pays étranger. Parce que partir dans un pays étranger, c'est recommencer. C'est toujours à zéro, on recommence. C'est toujours derrière pour trouver dans toutes sortes d'humiliations. Mais il est préférable de rester chez soi et produire ce qu'on a à produire, inventer ce qu'on a envie d'inventer et fabriquer ce qu'on a à fabriquer et puis présenter-les à la nation. Et puis cette présentation doit être financée par celui qui est élu ou le gouvernement ou le membre du gouvernement choisi pour ce genre de production. Donc il est important. Cependant, le pays a des ressources naturelles riches, oui, telles les mines d'or, le pétrole, le charbon, l'uranium, l'eau, les diamants, les pierres précieuses, je pense. Oui. Il doit y avoir des mines de pierres précieuses. Donc si les chercheurs, s'il y avait des chercheurs qui peuvent amener au pays une vie économique meilleure, ce serait bien. Quel plan pouvez-vous exploiter pour ces richesses? Donc alors disons, comme je dis, parmi les Haïtiens, il y a des hommes capables, il y a des hommes réfléchis, il y a des hommes vraiment qui ont le plan de développement, mais c'est plutôt, ils ne sont pas assistés. Quand on n'a pas d'argent, on a beau envie de faire, mais si on n'a pas d'argent pour faire, c'est difficile. Et en plus, les hommes d'affaires haïtiens préfèrent avoir beaucoup de l'argent à la banque pour citer parmi les millionnaires ou milliardaires, au lieu d'investir. Ils ont peur d'investir dans le pays et à cause de ça, beaucoup d'investisseurs. Donc moi, étant que citoyen de la République, ce que je vois pour le pays, le président qui va être élu devait penser à tout cela et voir la situation et change les systèmes. Pour que l'économie du pays soit montée, il faut exploiter la richesse souterraine. D'abord, pour faire monter l'économie du pays, il faut apprendre à faire confiance aux Haïtiens. Apprendre à rassembler les Haïtiens pour leur demander qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, parce que nous avons des richesses et voilà que notre pays est dans un état de pauvreté, comment on doit faire pour sortir le pays, parce que les étrangers ne vont pas venir vous développer votre pays. Ils vont pas venir pour vous aider à développer votre pays ou à faire monter votre économie. C'est vous, étant que citoyen de la République, qui doivent penser aux économies de votre pays pour le bien-être de votre nation. C'est vous, étant que président de la République, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit penser pour vous. C'est pourquoi un président de la République, avant d'arriver au pouvoir, il faut qu'il ait des projets écrits. C'est pas des projets qu'on parle comme ça en vent. Mais non, il faut écrire ces projets-là. Et ces projets-là, chaque ministre qui vont établir dans ce gouvernement, chaque
ministre va avoir le propre projet pour dire, voilà ce qu'on va faire pour le pays, pour le bien-être de la nation, pour que le pays soit vraiment et sente bien et avoir un gouvernement capable de répondre à leurs besoins. Faire les projets et s'en tenir aussi. Exactement. Quand on fait des projets, on fait des promesses, il faut garder le projet. Il faut d'abord, lorsqu'on fait des promesses, c'est toujours mieux de dire à la nation la vérité. Lorsqu'on fait des promesses, c'est pour le bien de la nation. On n'a pas le droit de mentir à la nation. Lorsqu'on ment à la nation, c'est comme si on passe les honneurs sous le pied. C'est pas normal. Il n'y a plus de crédibilité après. Il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Ni au point de vue national, ni international. Il n'y a pas de crédibilité parce qu'on a violé ce qu'on avait promis. Le pays est sale aussi. Les égouts sont bouchés, les cadavres d'animaux jonchent le sol, même les êtres humains, ce qui est très grave. Et en ce qui concerne les déchets, les poubelles aussi traînent dans les rues. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nettoyer cette ville, pour garder la ville propre? Donc disons que le pays est dans un état bon. Moi, lorsque je dis le pays, je parle pour le pays tout entier. Et lorsque je promène dans des villes provinciales, c'est entre deux. Mais dans la capitale, c'est grave. La capitale, c'est grave. Il y a de l'eau des poubelles partout. Dans la rue, c'est les masses d'eau qu'il y a dans la rue. Et les poubelles jonchent partout. Le commerçant garde le marchandise, il s'assure sur la poubelle pour vendre le marchandise. Et là où le commerçant, par exemple, il y a le marché en bas, qui sont dans un état déplorable, il y a aussi marché Ivana, il y a aussi, comment on appelle ça, le marché qui est à côté boulevard là, comment on appelle ça, il y a Kwabossal. Kwabossal, c'est encore pire, à côté d'un grand boulevard. Donc, disons que il y a rien qui est fait pour garder ces locales-là propres. Et pourtant, là où les humains se réunissent doit être toujours propre. C'est pour la santé des gens. C'est l'hygiène de la nation. Donc, disons, quand il y a le poubelle partout, les chiens morts partout, il y a des gens... comment on dit, le corps des gens qu'on tue, on jette Comment vous expliquez qu'il y a des êtres humains morts par terre? On s'en occupe pas. Ils sont morts et l'État passe de 2, 3, 4 jours pour enlever ces morts-là qui sont par terre. Ils ont pris du temps. Le mort jeté par terre et il y a des odeurs, il y a des mouches qui viennent et ça peut contaminer encore la région. Ça peut amener des maladies. C'est pourquoi il y avait le choléra qui rentre dans le pays et ça augmente le malheur du peuple. Il y a aussi les chikungunya, cette maladie-là encore, qui augmente, qui rentre dans le pays et qui augmente encore parce que pourquoi? Ça va mal dans la capitale à cause des hygiènes qu'il n'y a pas dans la ville. Toutes ces choses-là qui sont mauvaises dans la capitale, eh bien, ça augmente l'épidémie. Donc, alors, moi, étant que citoyen de la République, mon devoir, premièrement, il y a des milliers d'emplois dans la rue. C'était plus facile comme on dit, d'acheter des balayeurs, des machines de balai pour balayer de la rue et prendre des camions de poubelles, le camion de voirie pour ramasser ces poubelles-là. Il y a quelques-uns. Mais tout cela, on les garde de préférence pour dans des zones privilégiées. C'est pour les zones privilégiées. Mais dans la masse, on n'a pas cela. Et pourtant, c'était plus simple de donner à chaque personne une petite poubelle ou de livrer des sacs de poubelle aux gens. Lorsqu'ils ont de poubelles, ils le mettent dans un sac et pour dire dans 2 jours ou 3 jours, le machine passera pour récupérer la poubelle. Il n'y a plus de machines qui passent. Et ensuite, ils ne sont pas établis de conteneurs dans des zones pour accueillir ces poubelles-là. Si on dit ne jette pas la poubelle dans la rue, mais il faut avoir une zone
pour que ces gens-là puissent déposer leurs poubelles. Il y a des grands conteneurs qu'on peut déposer ces poubelles-là. Sinon, c'est mieux de donner à chaque personne un petit seau de poubelles ou livrer des sacs de poubelles à ces personnes-là. Donc, pour qu'ils mettent le poubelle et pour dire, tel jour, il faut sortir le poubelle parce que la machine va passer pour récupérer. Mais il n'y a pas cette annonce-là. Il n'y a pas cette diligence. Il n'y a rien qui est fait. Ça veut dire que le poubelle, quand on le lâche par terre, ça peut rester 15, 20 jours, ça peut rester même mois. Parce qu'il y a je fais 3 mois en Haïti, dans Pointe Bicentenaire, en bas, pour aller vers 5e Avenue. C'est un champ de poubelle qu'il y a là. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a? C'est la zone que les marchands sont venus et s'assurent pour vendre. Ils sont là en train de vendre parmi les poubelles. Et ensuite, il y a ceux qui vendent des charbons. Tout est là, dans la même contrée. Et cette zone-là, puisqu'il y a une montée de 4e, 5e avenue, et cette montée-là, lorsque la pluie tombe, l'eau saute en haut et descend dans la rue, et ça jette totalement dans la poubelle, et ça fait un bassin. Et le boulevard Jean-Jacques Dessalines, le grand boulevard, qui est l'honneur du pays, qui est la valeur de la capitale. Mais cette boulevard-là, c'est comme si c'est un chemin des rats. On les livre à la poubelle, qui n'est pas valable. Les trous de regout, toutes sont bouchés. Pourquoi? Puisqu'il y a les poubelles qui ne sont pas ramassées. Et ces poubelles-là, lorsque l'eau est descendue, l'eau gonfle tout ça dans le trou. Eh bien, l'eau ne peut pas passer dans le trou, ça envahit la rue. C'est ça qui peut faire des grandes inondations pour la nation. Et ensuite, après 2 ou 3 jours, la pluie tombe. Eh bien, ça fait de verre. Et le verre transforme en moustique. L'eau de pluie transforme en verre et le verre transforme en moustique. Donc, parce que pourquoi? C'est une science que tout le monde connaisse. L'eau de pluie fabrique des vers. Et le ver transforme en moustique. Et le moustique mord les gens. Et c'est pourquoi, et c'est ça qui amène la maladie. Donc voilà que l'eau, si l'eau coule et ça reste de mer, fait des bassins dans toutes les rues, dans toutes les zones, eh bien la maladie, c'est comme si on fait appel à des maladies. Donc qui n'est pas normal. Donc alors maintenant, ce gouvernement qui va être établi, ces machines-là, c'est des machines qu'on peut fabriquer. Mais pour l'instant, on arrive dans un moment où on ne peut pas fabriquer pour l'instant. On peut commencer à fabriquer. Mais puisque c'est le problème immédiat, on est obligé d'acheter ailleurs. Faire des commandes. Commandes de machines de nettoyage. Ou, s'il y a lieu, faire venir des tracteurs avec des gros camions pour ramasser des grosses lots de fatras et mettre les gens dans la rue avec des balais et des pelles pour rassembler, pour nettoyer de la rue. C'est des milliers d'emplois qui vont être créés en même temps. C'est des milliers d'emplois parce que, disons, dans une zone, on place 50, dans l'autre zone, on place 100, dans l'autre zone, on place 500. Ça veut dire que la ville va rester propre parce qu'il y a toujours des gens qui font le nettoyage. Il y a des machines avec des tracteurs qui viennent pour ramasser de l'eau. Eh bien, comme ça va donner une couleur avec la ville. En attendant qu'on fabrique les machines qu'on va besoin pour garder le pays propre. Mais il y a le minimum d'efforts à faire. Donc, c'est comment on appelle ça? Mon petit conseil à ce gouvernement-là qui va être établi, c'est essayer de faire ce genre d'efforts-là pour donner le minimum de vie à la nation. Le minimum de respect, le minimum de santé à la nation. Donc alors, c'est important pour un peuple. Le minimum de vie, c'est important. Pour n'importe quelle nation, il faut. Ce problème... Par rapport aux écoles, le pays a manqué beaucoup d'écoles, c'est vrai, surtout dans des zones rurales. Donc il n'y a pas d'assez d'écoles et l'État n'est pas vraiment investi dans l'école pour que les enfants du pays puissent continuer leurs études. Dans les universités, c'est une casse-tête parce que chez nous, je peux dire qu'il n'y a pas d'école gratuite. Il n'y a pas d'école gratuite. Il y a uniquement quelques écoles, petites écoles nationales
mais l'État ne fait pas d'effort vraiment pour que le peuple puisse vivre la vie des scolaires. Donc disons que je peux dire 90% l'école dans le pays d'Haïti, c'est des écoles privées. Chaque personne rêve d'établir une école. Pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Ils rêvent tous d'avoir de l'argent. Mais sur le dos des enfants d'Haïti, on doit payer pour les enfants. On doit payer pour que l'enfant apprenne. On doit payer pour que l'enfant rentre à l'école. Et combien ça coûte? Une fortune. Ça aussi appauvrit la nation. Ça aussi appauvrit la nation. Une personne déjà qui n'a rien pour manger, qui n'a rien pour payer même pour payer une robe ou une chemise, et voilà, cette personne-là doit payer l'école pour son enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, comme on dit, forcer l'eau, transformer en beurre, pour avoir de l'argent pour faire rentrer son enfant à l'école. Et voilà que si 90% l'école c'est payant, mais ça veut dire que l'État n'est pas engagé au profit de l'éducation de la nation. Donc c'est pourquoi que nous, moi-même personnellement, étant que citoyen de la République, je vois que toute l'école soit nationalisée. Toute l'école privée nationalisée. Ça veut dire que désintéresser ceux qui prennent l'école pour un droit de gain, pour qu'ils changent les idées. Parce qu'il y a d'autres façons pour faire l'argent. Ce n'est pas seulement l'école. Le peuple sont déjà pauvres, et voilà que on le fait payer encore pour apprendre à vivre. C'est pas normal. Donc moi-même, étant que citoyen de la République, je vois que l'école soit transformée en école gratuite pour la nation. C'est pourquoi que il est exigeant aussi, pour que le gouvernement sache, on n'a pas d'argent dans la caisse. Mais il y a l'argent dans le pays. Mais s'il y a l'argent dans le pays, parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des commerçants qui travaillent, il y a des gens qui payent des impôts. Lorsqu'on paye des impôts, on paye différentes taxes. C'est pour établir des choses que la nation n'a pas, pour que la nation soit mieux vivre. On fait payer les impôts, mais c'est avec ces agents d'impôts-là, on paye les professeurs. C'est avec ça on paye des livres pour que les enfants puissent apprendre à lire. C'est avec ces argents-là qu'on construit des écoles, construit des hôpitaux. Ça veut dire que pour rendre la vie de la nation un peu facile. Donc sinon, si on dit on doit trouver de l'argent dans la caisse pour fabriquer toutes ces choses-là, non, c'est faux. C'est faux. Il faut une cotisation solidaire dans la nation. Il faut que la nation solidaire pour distribuer, pour cotiser, dis-je, pour cotiser, enfin pour répondre à ces besoins-là. Quel genre de cotisation? Mais ce n'est pas une cotisation extraordinaire pour appauvrir encore la nation. Mais parce que la nation a besoin de mieux vivre et vivre bien, vivre ensemble, eh bien, on part dans une façon normale et propre, juste, pour que personne ne se sente pas subi. C'est ces jeunes Haïtiens nés à l'étranger qui sont diplômés pour activer le développement du pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire rentrer en Haïti pour les faire travailler, pour développer le pays en fait? Et je parlais à plusieurs répétitions, je venais même sur la question à plusieurs répétitions avec plusieurs groupes différents. Mais moi-même, étant que citoyen de la République, ce que je vois, ces étudiants-là, c'est des étudiants prêts. Même s'il y a parmi eux qui manquent d'expérience, peut-être selon les travails, mais c'est des étudiants prêts pour retourner au pays, pour porter la main pour le développement du pays. Ils sont doués, ils voient comment développer un pays parce qu'ils vivent dans des pays étrangers, ils voient comment ce pays-là travaille, ils voient comment ce pays-là développe. Eh bien, eux aussi, ils vont transmettre ce qu'ils ont reçu de l'extérieur dans leur propre pays. C'est pourquoi Sénégal l'a fait. Pourquoi pas nous? Sénégal l'a fait. Et il y a aussi Nigeria qui commence à le faire. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des appatritions pour faire venir les jeunes du pays qui venaient dans d'autres pays pour travailler dans les pays.
au lieu de payer quelqu'un une fortune pour enseigner dans le pays ou pour faire ce travail, eh bien, ils appellent l'un de ses fils pour venir travailler pour prendre soin de leur mère. Donc, alors, si on rentre dans le pays, on fait rentrer les jeunes dans le pays, ce sera une bénédiction pour le pays. Donc, disons que chaque année, Sénégal fait rentrer 100 à 200, 300 jeunes étudiants sénégalais au Sénégal. Le président Ouad l'a fait et le président Macky Sall qui vient là maintenant, il continue dans la même direction. Donc beaucoup de pays d'Afrique le font. Donc pourquoi pas nous? On peut le faire, mais c'est juste ce qu'on a besoin. La volonté et la décision. On prend la décision et on met en œuvre notre volonté de transformer la situation et la situation va changer toute seule. Pour faire entrer ces jeunes travailleurs dans le pays, il faut des routes, des moyens de locomotion, des routes. C'est bon, c'est bon. Pour finir. Mais c'est bon, je finis là. Ok. Comment dire, j'enchaîne sur ce qu'a dit le monsieur. Maintenant, on parle des routes. Oui, il n'y a pas de route. Après, il faut faire. C'est bon, regarde, c'est le dernier truc. Voilà. Donc, alors. Donc on a besoin de routes pour développer l'économie du pays, pour pouvoir circuler librement et créer des nouveaux emplois. Voilà, donc disons que dans le pays, il manque de routes, il manque de voies, et donc on a besoin de créer d'autres routes. Même les routes qui sont déjà créées sont tout et pas tout. Il n'y a pas de compagnie routière comme ça se fait ici. Pour dire que ici on a, ici il y a des compagnies routières qui contrôlent les autoroutes, etc., qui voient quand il y a un trou en quelque part, on envoie le compagnie pour boucher le trou. Il n'y a pas ça là-bas. C'est-à-dire, il faut décider toujours par, comme on dit, par les députés ou les sénateurs qui dit bon, il faut aller boucher là. Il doit payer pour ça, lui-même. Il doit payer pour ça. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont trouvé de l'argent pour faire ce genre de choses-là, ils prennent de l'argent pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils dépensent l'argent. Aussi pour faire des choses. Donc, et pourtant, c'est le travail du département. C'est le département qui devait agir pour faire le travail, comme ça se fait en France. C'est le département qui agit pour développer la France. C'est pas ni Hollande ni Sarkozy. C'est le département. C'est les services régionaux, les membres conseils généraux qui organisent ensemble pour développer la région. Eh bien, ça devait être au pays. Et pourtant, il y a le membre conseil aussi régionaux du pays. Mais malheureusement, ils ne savent pas quoi faire. Parce que lorsque je leur pose des questions, sur le développement, ils ne peuvent pas répondre aussi, parce que pour eux, leur plan, c'est pas le développement. C'est juste réunir, parler et tout, et puis c'est tout. Mais font le travail? Non. Non. Donc, il y a l'un d'eux qui m'a demandé de former des projets pour eux. Mais malheureusement, l'élection est très près. Je peux le faire, mais il va le trouver après l'élection, c'est pas avant. Parce qu'on est au mois de septembre. Donc, alors disons que il faut quelqu'un qui soit candidat, soit capable de former de vrais projets productifs et projets de développement pour développer à partir de son quartier, de sa commune, de son département et la République tout entière. Mais si on n'est pas capable de réfléchir ainsi, on ne peut pas être président de la République, ni maire d'une commune, ni sénateur ou député d'un département. Impossible. Monsieur Loss, nous vous remercions de toutes vos réponses à ces questions. Haïti Média Télé, Clin d'œil Télévision vous remercie et nous vous disons à bientôt. Merci. Merci. Voilà, on a...
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, belle paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qui monte dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser, pour fléziser qu'à bougeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle. Non, non, non. Alors on fait quoi, monsieur?